Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up proposé par Télé Grenoble. Check-up, c'est le magazine de la santé. C'est le premier numéro de l'année 2018. Nous sommes donc les mieux placés ici pour vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé. Alors, bonne année et bonne santé à vous aussi. Bonjour Vincent Templard. Bonjour Marie-Caroline. Je rappelle que vous êtes président de Medicalp, le cluster de la filière santé de Grenoble et de l'Isère. Et vous êtes donc ici notre expert sur tout ce qui concerne les startups qui œuvrent dans le domaine médical. Et nous profitons évidemment aussi de vos réflexions pertinentes sur ce qui touche à la santé. Sur ce plateau également, le docteur Michel Goldberg. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne année également. Merci. Vous êtes pédiatre à Grenoble, installé dans un cabinet libéral avec plusieurs confrères. Et dans quelques minutes, nous reviendrons avec vous sur l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 de 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera question du Grenoble Institut des neurosciences qui vient d'avoir 10 ans, un grand enfant. Mais pour l'instant, je vous propose de nous intéresser à l'innovation du mois. Et c'est une entreprise qui a obtenu en décembre 2017 le trophée santé décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Isère. Chablos Orthopédie est basée à Cessiné. Elle connaît une forte croissance depuis 10 ans et veille à déposer régulièrement des brevets dans le domaine des prothèses. Son portrait avec Charlotte Faulkner. C'est sur ce site que sont réalisés de A à Z les appareillages de Chablos Orthopédie. En tout, ce sont près de 1500 emboîtures qui sortent du labo tous les ans. Depuis 2000, l'entreprise confectionne des prothèses et des orthèses pour les membres inférieurs ou supérieurs, mais également des appareillages pour les sportifs. Et cela dès 1992 avec les Jeux d'Albertville où Pierre Chablos travaillait déjà sur des prothèses spécifiques pour les épreuves de ski. On a découvert qu'en faisant des alignements et des montages spécifiques, on pouvait améliorer les performances. Et on a eu vraiment de gros résultats aux Jeux d'Albertville. Presque tous nos patients qui faisaient partie de l'équipe de France ont obtenu des médailles. Et donc ça a été très motivant et on a continué à le faire ensuite pour le vélo, pour le ski de fond, pour l'escalade, enfin pour de tas d'activités où on s'est aperçu qu'un appareillage vraiment spécifique permettait d'améliorer les performances. Sur le site de Cessiné, le plus gros du groupe, se trouve un pôle de recherche et développement. Ces dernières années, l'entreprise mise sur des nouvelles technologies pour compléter sa gamme de produits, impression 3D ou encore robots. Des investissements conséquents, comptaient près de 200 000 € pour un modèle comme celui-ci. Ça nous permet de pouvoir travailler avec plus de rigueur. Ça nous permet techniquement de réaliser des formes, travailler avec des matériaux auxquels on n'avait pas accès jusqu'à encore il y a 5 ans de ça par exemple. Donc oui, ça nous apporte des solutions supplémentaires afin de pouvoir répondre aux demandes de nos patients. Avec 175 salariés répartis sur tout le quart sud-est, dont 60 à Cessiné, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en 2016. Alors Vincent, Chablos Orthopédie, c'est vraiment l'un des fleurons du bassin grenoblois en matière de santé. Comme on vient de le voir, c'est une très belle entreprise, une très belle réussite, une entreprise qui a pas loin de 20 ans, qui a su se développer et qui a su innover régulièrement pour toujours accompagner les patients et répondre à leurs besoins. C'est vrai que c'est important, notamment en la matière, parce qu'on a vu des sportifs avec des lames qui arrivaient à courir. Enfin, il se fait vraiment des choses extraordinaires en la matière. Alors, à Grenoble, au cœur des Alpes, évidemment, les accidents de ski sont assez nombreux. Puis il y a aussi les accidents de la vie. On a des très bons chirurgiens orthopédiques. C'est un secteur en pointe. C'est effectivement un secteur en pointe dans le domaine de la santé sur Grenoble et l'Isère, avec une filière qui est somme toute relativement importante. Chablos en est un bel exemple. Dans le domaine des implants orthopédiques, on pourrait citer une entreprise comme Tornier, maintenant Wright, basée à Montbonneau-Saint-Martin. Des entreprises dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur qui vont permettre à des chirurgiens de piloter de façon beaucoup plus précise des opérations.
Il y a eu notamment une première au CHU de Grenoble au mois de décembre avec un appareil développé par une entreprise qui s'appelle Surgivisio. D'autres entreprises aussi dans la filière comme Blue Ortho. Donc il y a une vraie filière effectivement dans l'orthopédie qui couvre tout le champ avec un CHU effectivement. Alors malheureusement ou heureusement, c'est le premier trauma center de France. On sait pourquoi, on est au pied des Alpes. Mais c'est aussi pour ses résultats, évidemment. Au niveau des technologies médicales, Grenoble est en pointe et a d'ailleurs été distingué par BPI France il y a peu. Alors effectivement, c'est je pense un point important de rappeler que Grenoble est en pointe dans le domaine des technologies médicales. BPI France, qui est le grand organisme de financement de l'innovation au niveau national, a indiqué effectivement que Grenoble, et je les cite et je mets des guillemets, était la Mecque du medtech en France. On a une filière qui est extrêmement importante, présente en termes d'innovation. 12 lauréats dans le cadre du concours mondial de l'innovation, des très beaux projets. Je pourrais citer Diabeloop, dont on parle en ce moment, dans le domaine du pancréas artificiel, Uromems, un implant pour lutter contre l'incontinence urinaire sévère, ou encore Advicen, une entreprise qui développe des médicaments pédiatriques pour les maladies orphelines et qui s'est introduite en bourse au mois de décembre. Donc tout ça, c'est de l'actualité récente. Quelques exemples pour illustrer la richesse et la diversité de cette filière. Et je pense qu'à Grenoble, on bénéficie effectivement à la fois de ce savoir-faire dans le domaine de la recherche, on le verra tout à l'heure avec le GIN, avec le CEA, avec l'Université Grenoble-Alpes, avec Grenoble INP, et avec aussi des entreprises, des fournisseurs, puisque ce sont souvent des domaines d'application pluridisciplinaires qui vont faire appel à de l'électronique, de la mécanique, des matériaux, etc. Ce sont des entreprises qui se créent à Grenoble ou qui choisissent de venir s'implanter à Grenoble. Il y a un peu des deux? Alors, il y a un peu des deux, mais on commence à être un écosystème reconnu. Et donc, effectivement, on a des entreprises qui viennent directement s'implanter à Grenoble. Je rappellerai aussi que le leader mondial, par exemple, dans le domaine des seringues, Becton Dickinson, a le siège mondial de l'une de ces 5 divisions qui est basée à Grenoble. Et puis, soit elles viennent s'implanter, soit certaines de ces entreprises sont rachetées par des groupes étrangers, mais qui conservent ces entreprises sur le bassin grenoblois et qui continuent à innover en partant, effectivement, en se basant sur les technologies développées à Grenoble. Et il y a donc aussi une entreprise qui développe des médicaments pour les enfants? Oui, Advicen, notamment, que je citais, donc, qui a réalisé une belle introduction en bourse. C'est la première dans le bassin grenoblois, dans le domaine médical, j'allais dire, au sens strict, une opération qui a été réalisée sur la cote officielle, comme on dit, de la Bourse de Paris, et une entreprise qui a levé 27 millions d'euros, donc qui va disposer des moyens pour accélérer ses développements et mettre d'autres médicaments à disposition des enfants. Alors, puisque l'on parle d'enfants, c'est un domaine qui va bien sûr intéresser notre invité de cette page actualité. On le retrouve dans un instant. La ministre de la Santé Agnès Buzyn l'avait annoncé l'été dernier, quelques jours avant la rentrée scolaire. Le passage de 3 vaccins obligatoires pour les enfants à 11 au 1er janvier 2018. On y est arrivé. Docteur Goldberg, je rappelle que vous êtes pédiatre à Grenoble. Vous n'avez pas encore procédé à toutes ces vaccinations dans ce cadre-là, puisqu'elles s'adressent aux enfants à partir de 2 mois, donc on a quelques semaines pour se préparer. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les vaccins obligatoires jusqu'à présent et quels sont les nouveaux? Alors jusque-là, d'un point de vue purement légal, les vaccins obligatoires, c'était diphtérie, tétanos et polio, depuis très longtemps. Et ensuite, finalement, comme le vaccin d'été polio n'a plus été fabriqué, le vaccin finalement était couplé avec la coqueluche et un autre vaccin contre ce qu'on appelle l'hémophilus B. D'accord, donc Voilà, c'est-à-dire que la plupart des vaccins sont pris en une fois. Voilà, c'est-à-dire qu'en France, on utilise beaucoup les vaccins combinés, ce qui permet de diminuer de façon très importante le nombre d'injections. C'est sûr que quand on s'adresse à des petits-enfants, c'est... Même si on a l'impression, et les parents ont parfois l'impression que dans les 18 premiers mois, on n'arrête pas de piquer leurs enfants. Donc ça, c'était les vaccins qui étaient obligatoires. Donc les vaccins qui sont devenus maintenant obligatoires, donc c'est diphtérie, tétanos, coqueluche, polio
méningite à hémophilus, hépatite B, pneumocoque, rougeole, oreillon, rubéole et vaccin contre la méningite à méningo C. Alors, on a beaucoup parlé de la réémergence de certaines maladies comme la rougeole tout récemment. Je voudrais préciser que, parce que je crois que l'information n'a pas été très bien faite et n'est pas très bien passée auprès des parents, puisqu'on a encore des parents qui nous demandent docteur, qu'est-ce qu'on va faire comme nouveau vaccin à mon enfant? En fait, il y avait 3 vaccins obligatoires. Tous les autres étaient préconisés et dans la majorité des cas, tous les enfants recevaient déjà tous ces vaccins. La seule différence, c'est qu'actuellement, ces vaccins qui étaient préconisés sont devenus obligatoires. Mais ça fait déjà un long moment qu'on les fait tous. Et il faut combien d'injections pour tout ça? Alors en gros, il faut à peu près une dizaine de rendez-vous. Entre quel âge et quel âge? Entre 2 mois et 24 mois. D'accord. Et ensuite, il y aura des rappels? Alors ensuite, le premier rappel intervient quand l'enfant a 6 ans. Donc on le laisse un peu tranquille. Oui, quand même. Quel est l'objectif en termes de taux de couverture au niveau national pour arriver en définitive, puisque c'est l'un des objectifs, à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'apparition de ces maladies, notamment la rougeole dont Voilà. parlait Marie-Caroline. Pour revenir au problème de la rougeole, effectivement, alors je vais regarder mes petits papiers parce que ça je connais, je ne sais pas tout par cœur. Non, on va vous laisser... Mais c'est vrai que la couverture vaccinale contre la rougeole, elle est très mauvaise en France. En plus, on sait maintenant qu'il faut 2 injections pour que cette couverture soit correcte. Et là, c'est un peu compliqué, ça devient technique. Mais enfin, en tout cas, c'est pas pour toutes les maladies la même chose, mais en tout cas pour la rougeole, il faut qu'il y ait un taux de vaccinés atteint supérieur à 95% pratiquement, ou autour de 95%, pour qu'on puisse vraiment arrêter la circulation du virus. Parce qu'en fait, le seul réservoir du virus, il est humain. C'est ça. Donc, en fait, on doit vacciner ces enfants, mais on les vaccine pour eux, on les vaccine aussi et on les pour vaccine les autres. pour les autres. Voilà. Celui-là, la rougeole, c'est vraiment un exemple parfait de cette définition. Donc, je lis mes petites notes. Entre 2008 et 2012, il y a eu 23 000 cas de rougeole déclarés en France. Ces 23 000 cas ont donné, alors je n'ai pas le nombre, un certain nombre de complications, on va dire, relativement banales, des otites et des pneumonies, mais des complications bien plus embêtantes, comme 30 encéphalites, donc qui est une maladie grave, et 10 décès. Parce que voilà, ce que les gens peuvent répondre, les gens qui ont des enfants, c'est de dire moi, quand j'étais petit, j'ai eu la rougeole, ça va, j'en suis pas mort. Voilà. Oui, mais bien sûr, c'est sûr qu'on peut revenir, à avant et attraper les maladies. En fait, les vaccins sont victimes de leur succès, ou de leur efficacité plutôt. C'est-à-dire qu'on ne voit plus justement ni les maladies, ni les complications que donnaient ces maladies grâce à la vaccination. Et du coup, les gens sont beaucoup moins sensibilisés à ce type de problème. Alors pour les enfants qui sont nés avant le 1er janvier 2018, puisque là on a parlé des petits qui vont avoir 2 mois, comment ça se passe? Il n'y a pas d'un point de vue légal, il n'y a pas de rattrapage. C'est-à-dire que si les parents à l'époque n'avaient pas fait tous les vaccins qui sont devenus actuellement obligatoires et qui ne désirent pas les faire, ils en restent là. Ces vaccins sont obligatoires pour que les enfants puissent être admis en collectivité, à la crèche ou à l'école. Est-ce que vous, sans trahir le secret médical, vous avez déjà eu des parents qui vous ont demandé de faire des certificats médicaux qui empêcheraient de faire telle ou telle injection? Écoutez, nous, au sein de notre cabinet, ce n'est jamais arrivé. Je pense globalement qu'au niveau des cabinets de pédiatres, ça n'arrive jamais parce qu'en fait, les gens savent bien que, je veux dire qu'à 99,9%, les pédiatres sont tout à fait favorables à la vaccination. Donc non, ce n'est pas arrivé.
Les questions qu'on vous pose le plus souvent, que les patients, enfin les parents de patients vous posent le plus souvent actuellement, ça serait quoi? Alors donc, il y a cette histoire de nouveaux vaccins dû à une information qui est mal passée, c'est-à-dire que donc, on nous demande quels vont être ces nouveaux vaccins. Donc ce ne sont pas des nouveaux vaccins, ce sont des vaccins qui existaient déjà. Alors ensuite, on nous parle toujours les trois sujets principaux pour les vaccins. C'est l'aluminium dans les vaccins. Et alors? Eh bien, l'aluminium dans les vaccins, c'est quelque chose qu'on a mis à l'intérieur des vaccins pour augmenter la réponse immunitaire, donc pour en fait augmenter l'efficacité vaccinale et de la réponse de votre corps à la vaccination. De façon certaine, pour l'instant, il n'y a jamais eu de causalité avec d'autres maladies qui ont pu être prouvées sur des études sérieuses et des études surtout très larges. La deuxième question, vous m'avez dit qu'il y en avait trois, alors je vais tous les faire. La deuxième question, ce sont les. Mais est-ce que ça, c'est pas trop dur pour le corps de mon petit de recevoir tous ces vaccins? Comment va faire son corps pour lutter? Alors en fait, ça c'est un faux problème parce que on sait très bien que tous les jours, quand vous respirez, votre corps respire de multiples bactéries et virus et votre système immunitaire fabrique des anticorps contre eux. Alors pour les vaccins, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'image est un peu la même, quoi. Et le troisième problème? La troisième question, bon, il y en a beaucoup, mais les parents sont quand même souvent très inquiets, hein, parce qu'il y a eu quand même dernièrement une grosse campagne faite par les lobbies anti-vaccins, et donc même pour les gens qui étaient, faut les rassurer. Même pour les gens qui se posaient pas cette question, obligatoirement ils s'en posent, mais voilà. Il y a le rapport aussi entre l'autisme et la vaccination rougeole, oreillon, rubéole, qui a été un sujet à une époque. Il faut signaler que un des médecins et des chercheurs qui avait publié le papier qui a amené à cette pseudo-découverte a été radié parce qu'il avait en fait transformé ses résultats pour avoir quelque chose d'intéressant à dire. Donc le message, c'est n'hésitez pas à faire vacciner vos enfants. Voilà. Faites-le pour eux et faites-le pour les enfants des autres, hein, les nôtres aussi. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Dr Goldberg. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce sujet? Mais écoutez, non, je crois simplement que les gens, les mamans, les papas doivent effectivement se renseigner, parler à leur médecin pour qu'il leur explique les bonnes choses, ne pas aller que sur les sites où, bien entendu, ils vont voir des choses horribles, même si elles ne sont pas prouvées. Et j'ai juste pour terminer, si ça peut aider justement les parents, il y a Le Monde qui a fait 2 très bons dossiers sur la vaccination. Donc on peut aller sur le site internet et le retrouver. Donc là, tout est expliqué, maladie par maladie. Avec la liste des questions oui, absolument, qu'on peut se poser. La liste des questions qu'on peut se poser, les réponses, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et puis il y a aussi le site de l'INSERM qui a sorti quelque chose sur la vaccination et qu'on peut consulter sans problème sur Internet aussi. L'INSERM, on va en reparler dans quelques minutes avec le dossier. Merci beaucoup, Dr Goldberg, de toutes ces explications. J'espère qu'elles vous auront aidé. La suite de Check-up, c'est dans un instant avec notre dossier consacré au Grenoble Institut des neurosciences qui vient de fêter ses 10 ans. Bienvenue de retour dans Check-up. Frédéric Sodou et Elena Moreau nous ont rejoints. On va revenir avec eux sur le dossier du mois. Alors Frédéric Sodou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du GIN, le Grenoble Institut des neurosciences. Et de votre côté, Elena Moreau, bonjour. Bonjour.
Vous êtes, vous, neurologue au CHU de Grenoble. Vous êtes également tous les deux professeurs à l'université et praticiens hospitaliers. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Le GIN vient de fêter ses 10 ans et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Frédéric Saudou, vous n'étiez pas là à l'origine du GIN, vous étiez bien trop jeune. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment est né cet institut ? Eh bien, cet institut, en fait, il est né de l'idée du professeur Claude Feuerstein, qui était président de l'université qui a été président de l'université Joseph Fourier pendant plusieurs années. Et puis, il est professeur à l'université et praticien hospitalier au CHU. Et son idée, c'était de rassembler, en fait, toutes les forces des chercheurs travaillant dans le domaine des neurosciences sur Grenoble, qui étaient un petit peu dispersés dans plusieurs laboratoires, plusieurs unités. Et son idée, c'était de les remettre tous ensemble dans un même bâtiment pour créer une synergie, pour aller plus vite dans la recherche et puis parce que la recherche, c'est aussi une rencontre entre des personnes qui vont discuter, qui vont générer des idées, et c'est comme ça qu'on va plus vite. Et en plus, le GIN se trouve donc juste à côté physiquement du CHU. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement ? Le CHU, je laisse Elena. Bon, le centre... On n'a que 20 minutes. Le centre universitaire hospitalier de Grenoble, moi je pense, c'est bien connu, pas seulement en France, mais en Europe et aussi à l'étranger pour les soins et la recherche médicale dans plusieurs domaines. Moi, je travaille en neurologie, donc je parle pour le domaine de la neurologie, surtout l'épilepsie et la maladie de Parkinson. Je rappelle que M. Benabid, il y a 30 ans, il a inventé la stimulation cérébrale profonde connue dans tout le monde. Elle était presque à côté du prix Nobel pour ça. Oui, on l'attend toujours. À chaque année, on se dit ça va être lui. Et puis, Damned. Oui, mais c'est quand même aux 2e place. C'est pas mal. Un jour, ce sera peut-être vous. Qu'est-ce qu'on fait au Grenoble Institut des neurosciences ? Alors, je dirais l'objectif à l'Institut des neurosciences, c'est d'étudier, de comprendre et de soigner en fait des pathologies, comprendre le cerveau, comprendre le fonctionnement du système nerveux et d'essayer de guérir des pathologies qui vont être des pathologies neurologiques, psychiatriques ou neuromusculaires. Et on aborde en fait ces pathologies à différentes échelles. Il y a des équipes qui travaillent au niveau très très moléculaire, par exemple sur des mécanismes impliqués dans la maladie d'Alzheimer, sur des mécanismes alors après, au niveau des cellules, cellules nerveuses, différents types de cellules nerveuses, en essayant de reproduire en fait la maladie dans ces cellules nerveuses et essayer d'étudier en fait qu'est-ce qui va se passer. Et puis, on a aussi de la recherche sur des modèles animaux qui sont extrêmement importants pour comprendre en fait au niveau d'un organisme entier comment cette maladie va se développer, comment est-ce qu'on peut la retarder. Et puis, il y a une partie qui est très importante qui va être le transfert à l'homme. On a des équipes qui sont avec justement, comme par exemple Elena, qui sont impliquées directement dans des équipes de recherche. Et donc, c'est cette relation, cette interaction entre des chercheurs fondamentaux et des chercheurs cliniciens qui nous font justement aller plus loin parce que ça va dans les deux sens. Donc du clinicien vers le chercheur et du chercheur vers le clinicien. Ça se fait toujours dans cet ordre-là, la cellule, l'animal ? Non, on peut partir, des fois on a des surprises, on va avoir des données qui vont être obtenues chez le patient avec des interrogations des cliniciens qui nous disent mais est-ce que c'est possible, qui nous posent une question et nous on va retourner directement à la cellule et on va en fait découvrir des mécanismes comme ça. Elena Moreau, quand vous présentez certaines avancées technologiques, certaines découvertes aux patients, est-ce que c'est difficile de les convaincre d'essayer des choses ? Ça dépend. Je pense qu'à la fois, il y a une mauvaise publicité de temps en temps sur les essais cliniques. Mais il faut quand même expliquer qu'il y a beaucoup de désavantages pour participer à des essais cliniques. Par exemple, les patients sont très bien suivis par les médecins, on prend des notes de tout et donc il y a cet avantage. Et aussi, je pense, il faut rappeler que nous participons à la recherche pour les autres aussi. Donc, je pense que tous les malades ils ont intérêt à participer à ça aussi parce qu'il y a pas mal aussi de maladies neurologiques héréditaires. Donc, peut-être les enfants
ils sont aussi porteurs de ce type de maladie. Donc, on peut découvrir la façon pour faire un diagnostic, on peut plus anticiper ou pour une guérison, une cure, il faut participer à les études. Absolument. Alors, des études sur quoi, Frédéric Sodou, sur quelles sont les pathologies qui sont étudiées au GIN? Alors au GIN, on a un certain nombre de pathologies qui sont étudiées. On a des maladies neurodégénératives ou maladies neurologiques à expression tardive. Donc on a la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, et il y aura on verra un petit reportage tout à l'heure. Absolument. Et on a aussi l'épilepsie. Il y a aussi des équipes qui travaillent sur les AVC, sur les traumas et des pathologies neuromusculaires. J'espère que j'ai rien oublié. Et on a aussi des équipes qui travaillent sur des modèles, sur des protéines qui se sont retrouvées être importantes pour des phénomènes responsables de certains schizophrénies, de certains états schizophréniques. Alors, vous avez cité l'épilepsie et on va regarder un reportage du travail que vous effectuez, donc à la fois au Grenoble Institut des Neurosciences et à la fois au CHU, pour bien comprendre la synergie qui existe entre ces deux établissements. C'est un reportage d'Olivier Escalon. 30% des patients épileptiques sont pharmacorésistants. Les médicaments sont inopérants sur eux. Dans ces cas-là, et si la maladie touche une partie spécifique du cerveau, on peut envisager une intervention chirurgicale. Au laboratoire de neurophysiopathologie de l'épilepsie du CHU Grenoble-Alpes, on réalise des investigations préopératoires. Pour cela, les équipes peuvent recourir à l'électroencéphalogramme intracérébral, qui consiste à placer des électrodes à l'intérieur même du cerveau du patient pour observer ce qui s'y passe en temps réel. On étudie non seulement les crises du patient, pour délimiter la région responsable des crises, mais aussi on réalise des études fonctionnelles. Et donc, en fonction du type d'implantation, on va étudier les régions du langage, la région motrice, la région visuelle. Au cours de séances de stimulation électrique intracérébrale, on envoie du courant de très faible puissance dans différentes zones du cerveau pour observer à quoi elles servent. Chez ce patient par exemple, on stimule la zone qui le fait regarder à droite. Chez celui-ci, on stimule la zone de la lecture, ce qui le rend incapable d'assembler les lettres pendant un instant. L'équipe saura quelle zone il ne faut pas toucher lors de l'opération pour éviter des séquelles trop importantes. Julien Bastin, chercheur à l'Institut de neurosciences de Grenoble, utilise ces informations et réalise des tests comportementaux avec les patients implantés pour établir une cartographie du cerveau en fonctionnement. Grâce à ces tests, on est capable de déterminer le rôle fonctionnel de chacune des électrodes qui sont dans le cerveau du patient. Et donc, on analyse très rapidement les données pour pouvoir donner des informations aux neurologues à propos du rôle fonctionnel de chacune des électrodes, ce qui peut les aider à prendre des décisions pour la chirurgie de l'épilepsie. Toutes ces informations collectées pourraient permettre un jour de stimuler le cerveau en temps réel pour diminuer les symptômes d'une maladie comme Parkinson par exemple. Alors on l'a bien vu dans ce reportage. C'est donc à la fois la chirurgie et puis après on se retrouve dans le laboratoire. Hélène Amouroux, vous travaillez justement sur la maladie de Parkinson. Vous procédez aussi de la même façon ? Bien sûr, la maladie de Parkinson, c'est un autre exemple dans lequel nous avons progressé beaucoup pendant les dernières 10 années grâce à la recherche, on va dire, des bases des neurosciences. Nous avons, par exemple, compris la progression de la maladie. Par exemple, avec les modèles des rats, les modèles des singes, les modèles des souris, nous avons bien compris qu'il y a une déposition d'une protéine anormale qui se propage dans le cerveau pendant les années. Et ça, c'est grâce à des modèles animaux. Et ça, c'est l'importance de travailler ensemble, comme M. Sodou nous a dit, chercheurs des sciences de base et chercheurs à niveau médical dans les cliniques, pour améliorer la prise en charge, pour découvrir comment on peut ralentir la progression de la maladie, peut-être la prévenir et la guérir. Mais ça, c'est un procès très long.
On ne peut pas le faire en 2 ou 3 jours. Donc, il faut doucement participer à ces projets et porter des aides, des petites pièces, pièces dans la maladie pour avancer vers la guérison de ce type de pathologies neurodégénératives. Donc, c'est évidemment votre objectif. En ce moment, vous travaillez sur quoi exactement? Quel est votre but? Une chose que je viens de dire, c'est que pendant les dernières 10 années, nous avons découvert, probablement comme la maladie se propage, nous avons aussi découvert qu'il y a des formes différentes des maladies de Parkinson. Ce n'est pas la maladie, c'est les maladies de Parkinson. Donc il y a des formes différentes, des formes qui vont progresser plus rapidement et des autres formes qui sont un peu plus bénignes, on va dire. Donc l'effort maintenant aussi que nous faisons à Grenoble, c'est une sorte de phénotypage de chaque malade quand on fait la diagnostic de la maladie pour voir si la forme que notre malade est là de la maladie de Parkinson peut-être est une forme agressive et donc on va la soigner de façon un peu plus agressive que les autres. Donc, on a gagné un projet universitaire dans lequel on va étudier en cohorte des malades de novo. De novo signifie que quand vous venez de recevoir la diagnostic de la maladie pour vraiment phénotyper, donc c'est-à-dire catégoriser mieux quel type de maladie le patient a. Et ça, on le fait ensemble au GIN parce qu'on a découvert, par exemple, qu'il y a des petits noyaux dans le cerveau qui sont affectés probablement beaucoup des années avant que nous fassions la diagnostic clinique. Quand vous commencez à trembler ou vous êtes un peu rigide ou vous avez un ralentissement moteur. Et donc, on va utiliser aussi cette technique sur un IRM fonctionnel et des autres, une sorte de mappage des réseaux du cerveau similaires à ce qu'on va faire pour l'épilepsie, pour vraiment phénotyper, on va dire comme ça, si on peut utiliser ce mot anglais, catégoriser notre malade depuis le début. Donc comme dans beaucoup de pathologies, en fait, l'objectif, c'est de découvrir au plus tôt pour mieux soigner. Alors, vous le disiez, la recherche sur la maladie de Parkinson grâce au gène a beaucoup progressé. En 10 ans, il y a eu évidemment d'autres découvertes effectuées au sein du gène. Oui, il y a un certain nombre de découvertes. Ça serait peut-être un peu trop long de toutes les citer, mais je crois on a la chance d'avoir une superbe unité d'imagerie fonctionnelle au GIN qui a permis justement par exemple de développer des nouvelles méthodes d'imagerie donc non seulement pour la maladie de Parkinson mais aussi pour la maladie d'Alzheimer. Il y a eu des travaux par exemple qui ont permis de démontrer qu'il y a une réorganisation des connexions cérébrales dans le cas de coma par exemple. Il y a eu l'identification de gènes impliqués dans des maladies neuromusculaires. Il y a eu découverte de mécanismes, par exemple, qui permettent de comprendre comment se développe l'épilepsie à partir d'un foyer avec des modèles animaux. Et puis après, des recherches sur la maladie de Huntington ou d'autres maladies sur les troubles psychiatriques dans la maladie de Parkinson. Je crois que ce qui est important, je voulais mentionner, c'est dans le cadre du développement de ces projets, il faut noter que le GIN, donc c'est un institut qui est à la fois à l'Université de Grenoble, Alpes, et dépend de l'INSERM. Donc on a nos 2 tutelles principales. On est associé avec le CHU, on est associé aussi avec d'autres organismes. C'est vrai que Elena l'a mentionné, on bénéficie de l'initiative d'excellence de l'Université Grenoble-Alpes suite à la fusion qui a obtenu l'IDEX. Et ça nous a donné des moyens de développer des projets qui sont ambitieux. L'autre chose qu'il faut peut-être noter aussi, c'est que Grenoble a été labellisé centre d'excellence sur les maladies neurodégénératives. Il y a 7 centres en France. Il y a Strasbourg, Lille, Bordeaux. Lyon, il me semble. Non, Lyon n'est pas... Lyon, ils n'ont pas eu cette année. Non, Lyon n'a pas eu. Ça dépend des années. Non, là, c'est pour 4 ans. Donc, là, voilà. Donc, tout ça, ça nous donne des moyens. Ça permet, en fait, de structurer la recherche et nous permettre d'aller plus vite. On aimerait aller encore plus vite.
Le gene est aussi un endroit d'où émerge un certain nombre de technologies, vous en avez parlé, mais qui donne lieu aussi à la création derrière d'entreprises, où vous travaillez avec un certain nombre d'entreprises. Synapcell pour la plus ancienne de mémoire. C'est ça, voilà. Il y en a certainement d'autres. Voilà, il y a eu Écrin Therapeutics qui a émergé d'un directeur d'équipe du gene. Voilà, et puis qui est maintenant à l'IAB. Et puis il y a Pixil qui est une entreprise à visée de développement de logiciels pour l'imagerie qui est conseillé par un des membres, qui a été créé au départ par Michel Doja, qui est chercheur au sein du gene. Alors Frédéric Saudou, on l'a dit, vous êtes directeur du gene et quand ces fonctions vous laissent un petit peu de temps pour comme hobby, vous êtes chercheur un jour, chercheur toujours. Oui. Alors j'ai quand même été, avant d'être nommé professeur à l'université de Grenoble, j'étais pendant 20 ans directeur de recherche à l'INSERM. Donc voilà. Donc, et votre domaine de prédilection? C'est la maladie de Huntington. Ça fait depuis un certain nombre d'années, je travaille sur cette pathologie avec une approche qui est plus cellulaire, en essayant d'aller compréhension de la cellule à ce qui se passe à l'intérieur des neurones malades de la maladie. Voilà, et vous venez il y a quelque temps avec votre équipe de publier un papier sur la maladie de Huntington. Olivier Escalon nous en dit plus et on se retrouve juste après. La maladie de Huntington touche 6000 personnes en France. C'est un mal neurologique d'origine génétique qui engendre des troubles cognitifs, psychiatriques et des gestes incontrôlés. À l'Institut des neurosciences de Grenoble, les équipes du professeur Frédéric Saudou ont réalisé des progrès importants dans la compréhension du fonctionnement de cette maladie. Une de ses caractéristiques, c'est le dysfonctionnement de la connexion des neurones entre deux régions du cerveau, le cortex à la périphérie et le striatum plus en profondeur. Pour observer cette connexion, les équipes utilisent un process original. Sur de petites plaques en silicone sont gravés de minuscules volumes, des chambres et des sillons pour les relier les unes aux autres. Donc on va avoir d'une part les neurones du cortex dans une première chambre. Dans une seconde chambre sur laquelle il va connecter, on pourra ensemencer les neurones du striatum. Et on aura une connexion entre ces deux neurones à travers les microcanaux. Les neurones du cortex se connectent aux neurones du striatum. Les chercheurs peuvent ensuite observer au microscope comment se déroulent ces interactions. Et là, surprise, un neurone du cortex malade induira un comportement dysfonctionnel chez un neurone du striatum sain. Inversement, un neurone du cortex sain pourra régulariser l'activité d'un neurone du striatum malade. Moralité, guérissons le cortex et on guérira le striatum, on guérira le réseau cortico-striatal. Et ça, c'était pas la logique jusqu'ici. Non seulement c'était pas la logique, mais en plus c'est assez surprenant puisque la maladie de Huntington est quand même considérée comme étant une maladie du striatum, puisque c'est une maladie affectant essentiellement, en tout cas sur les stades tardifs de la maladie, la chorée, donc les fonctions motrices. Donc on considère la maladie de Huntington comme une maladie du striatum, et pourtant il semblerait que le striatum est malade parce que le cortex est malade. Et comme le cortex se situe en périphérie du cerveau, il est plus facilement accessible que le striatum, ce qui ouvre de nouvelles perspectives d'approche thérapeutique de la maladie de Huntington. Alors Frédéric Saudou, la suite, ce serait quoi, maintenant que vous avez fait cette découverte? On veut continuer à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau de neurones. Et puis, surtout, cette approche avec les petites chambres microfluidiques, elle est particulièrement intéressante parce que, petit 1, on est maintenant en train de tester des molécules qui ont un potentiel thérapeutique et on a un certain nombre de molécules qui ont l'air de restaurer ce réseau. Donc, il va falloir qu'on aille un peu plus loin, qu'on comprenne comment ça marche. Puis après, on pourra passer chez l'animal pour voir si on est... mais on a l'impression qu'on est beaucoup plus prédictif grâce à cette approche. Et puis, l'intérêt aussi de ces approches de réseau, c'est qu'elles sont compatibles pour étudier des réseaux dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, dans le cadre de la maladie de Parkinson, dans des cadres d'autisme, par exemple, qui ont aussi des problèmes de connectivité. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment en train d'émerger dans les neurosciences, c'est qu'avant, on travaillait un peu sur des neurones isolés, mis en vrac dans une boîte de culture. Et là, on se rend compte, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre le fonctionnement des réseaux
Et ça, c'est vrai parce qu'on le voit, nous, dans nos petites boîtes. Mais en gros, c'est aussi ce qu'on voit d'autres équipes du GIN, Olivier David, ou en imagerie fonctionnelle avec Emmanuel Barbier. C'est qu'il y a un grand nombre de réseaux en fait, qui sont atteints dans des pathologies. Et donc maintenant, on est plutôt à essayer de comprendre comment ces réseaux fonctionnent, comment ces neurones communiquent entre eux. Et ça va être, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'émerger dans le... Donc voilà, on voit que le GIN a encore de belles années devant lui, de belles années de recherche. En tout cas, il y aura du boulot. Merci Vincent, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Check-up. Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.